Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Les richesses et les ressources naturelles de la RDC sont-elles une bénédiction ou une malédiction? C'est à cette question que devra répondre le chef du gouvernement congolais Matata Ponyo en fin de tournée aux USA, et c'était lors d'un échange portant sur la lutte contre la corruption dans les industries extractives des pays post-conflit. Au cours de ce meeting, il était question des industries extractives de pays post-conflit. L'exemple de la RDC et du Timor a été largement illustré. Les richesses et les ressources naturelles sont-elles une source de bénédiction ou de malédiction? À cette principale interrogation, le Premier ministre congolais a répondu que c'est d'abord et avant tout un problème de leadership et de gouvernance. Il va falloir mieux gérer ces ressources et en faire bénéficier ses revenus au peuple. Matata Ponyo a poursuivi son argumentaire en expliquant que ce sont les mêmes ressources qui ont servi à rendre nos économies prospères au début des années 60 et avec une population peu nombreuse que celle d'aujourd'hui. Il n'y a donc pas question de malédiction, à marteler Matata Ponyo, qui du reste a reçu les félicitations et les encouragements de Daniel Kaufman, le président de Revenue Watch Institute, la prestigieuse institution de lutte contre la corruption, pour ses efforts dans l'assainissement de la vie publique en RDC. Je crois que les ressources naturelles importantes ne sont pas une malédiction, c'est une plutôt bénédiction. Il est question essentiellement de gouvernance et de leadership. Invité à ce meeting, le Premier ministre du Timor oriental, autre pays post-conflit, a présenté le modèle de son pays calqué sur le modèle norvégien. Point de convergence avec la République démocratique du Congo sur la création d'un consensus national où toutes les sensibilités se retrouvent autour d'un fonds souverain avec comme élément fondamental la volonté et la détermination nationale. Est-ce possible une lutte efficace contre l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC? Et oui, c'est possible, a estimé le chef du gouvernement de la RDC, Matata Ponyo, devant l'assistance. Il a prôné notamment sur le leadership fort et la dénonciation des sociétés multinationales qui veuillent s'enrichir au détriment de la nation congolaise et sa population. On l'écoute à travers cet extrait choisi par Floride Zantoto. On cherche une chose et son contraire. On demande au pays de réviser les contrats. Quand on veut réviser les contrats, on dit non, climat de confiance, et climat des affaires. Donc il y a une certaine contradiction à mon avis. Je crois qu'il faut une meilleure implication, certainement du côté des pays en développement qui sont dotés de ressources importantes. Il faut un leadership fort, une détermination en tout cas très élevée. Il faut une meilleure gestion des ressources, une bonne gouvernance. Mais du côté des pays en développement, il faut à mon avis une grande responsabilité. Il faut une dénonciation de l'enrichissement des sociétés multinationales qui veulent en tout cas s'enrichir en défaveur des pays en développement. Parlons finances, le budget de l'État exercice 2014 en élaboration doit prendre en compte les crédits d'investissement alloués aux provinces. Cela en rapport avec le protocole d'accord que le gouvernement central a conclu avec les gouverneurs des provinces en mars dernier. C'est l'essentiel du message qui était porteur samedi auprès du vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Daniel Moukoko Samba, les gouverneurs des provinces présents dans la capitale congolaise. Nous avons posé un certain nombre de problèmes pour la gestion de nos provinces respectives. Vous savez qu'il y a un budget qui est en préparation. C'est le moment d'approcher le vice-premier ministre qui est ministre du budget pour discuter de certains crédits, de certains secteurs que nous jugeons prioritaires. C'est que le doyen des gouverneurs des provinces n'a peut-être pas dit et que cette démarche se rapporte au transfert de charges relevant des compétences exclusives des provinces. En réponse, le vice-premier ministre, ministre du budget, leur a rassuré que le gouvernement Matata ne va ménager aucun effort pour s'acquitter de ses responsabilités vis-à-vis des provinces. La volonté y est, et pour le budget 2014, il a promis, et nous avons compris qu'on pourra aller de l'avant. Une bonne chose pour les gouverneurs, notamment celui du Bas-Congo, dont l'élection date de moins d'une année et les défis sont énormes, notamment la régulation des échanges commerciaux aux frontières avec l'étranger. C'est le vendredi 29 mars 2013 que le gouvernement central et le gouverneur de province ont signé un protocole d'accord comprenant les modalités de consommation de ces crédits. Ceci a donné aux provinces l'accès aux crédits d'investissement dans les secteurs qui dépendent de leurs compétences exclusives.
Grâce à cet accord, le gouvernement central ne devrait plus définir les projets qui ne rencontrent pas les priorités au niveau des provinces. La signature de cet accord avait été considérée comme un pas de plus vers la décentralisation, qui est l'une des recommandations de la 3e conférence des gouverneurs tenue le 18 mars à Kananga, dans le Kasaï occidental. Sur le continent, l'actualité, c'est notamment la demande de l'Union africaine à l'ONU d'ajourner des procédures de la Cour pénale internationale contre le président en exercice. C'est l'essentiel de la résolution décidée par les chefs d'État au terme du sommet extraordinaire qui a duré 2 jours. Et tous réclament que cette suspension intervienne avant le début du procès du président Kenyatta. Nous nous sommes mis d'accord pour qu'aucune charge provenant de cours ou de tribunaux internationaux ne puisse peser sur un chef de gouvernement ou d'État ou une personne qui agit en tant que telle durant son mandat. Une résolution votée par l'ensemble des participants. Uhuru Kenyatta, ici en image, saluant le président sud-africain, a raison de se réjouir. L'Union africaine a décidé que le président kényan ne devrait pas se rendre devant la Cour pénale internationale où son procès doit s'ouvrir le 12 novembre tant qu'une requête d'ajournement formulée par l'Union africaine n'a pas reçu de réponse. Mais à retenir que le pays de l'Union africaine ont tous souligné que leur objectif n'est pas et ne doit pas être une croisade contre la Cour pénale internationale, mais un appel solennel pour qu'elle prenne sérieusement en compte les préoccupations de l'Afrique. Nous voulons juste nous assurer que nous suivons une procédure légale. Nous demandons l'ajournement des poursuites devant le Conseil de sécurité. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine réuni samedi à Addis Abeba pour examiner les liens entre l'organisation panafricaine et la Cour pénale internationale. Cet examen des liens entre l'UA et la CPI avait été réclamé par le Kenya, dont le président Uhuru Kenyatta et le vice-président William Ruto, élu en mars dernier, sont poursuivis depuis 2011 pour crimes contre l'humanité par la Cour de la Haye. Autre titre en bref, la France va au chevet de la République centrafricaine après le Mali, mais sans intervenir militairement. Ce dimanche, Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, doit arriver à Bangui, la capitale, en visite express. Une visite qui intervient quelques jours après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution française qui renforce la présence de l'ONU sur place et envisage le déploiement dans les prochains mois d'une opération de maintien de la paix. Et puis le président du Conseil italien, Enrico Letta, prend des mesures pour éviter de nouveaux drames au large de l'île de Lampedusa. Le Premier ministre italien vient d'annoncer la prochaine mise en place d'une mission militaire, humanitaire, aérienne et navale pour que la Méditerranée cesse d'être un cimetière. Depuis 20 ans, plus de 7000 clandestins ont péri dans la Méditerranée en voulant atteindre l'Europe par l'Italie. En page sportive, éliminatoire mondial Brésil 2014, c'est depuis hier samedi que se jouent les rencontres de barrage aller pour les 10 équipes africaines, dont 5 devront se qualifier. Victoire facile de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Les éléphants se sont imposés 3-1 et font un grand pas vers la Coupe du Monde au Brésil. Retour sur ce choc. Gervinho dans la surface, la frappe. Entre Ivoiriens et Sénégalais, les duels a toujours été rudes et indécis. C'est samedi 12 octobre, l'enjeu est détail. C'est une place au prochain mondial qui se disputent les deux géants ouest-africains, une année après les chocs et les drames sanglants de Dakar qui hantent toujours les esprits. À Abidjan cette fois, pas de temps de répit, les choses sont allées vite, très vite. On ne joue que 2 minutes dans cette partie et Didier Drogba se signale. Sa frappe molle dans la surface n'inquiète pas, mais l'arbitre revient sur la faute qui précède et siffle penalty. Le capitaine ne tremble pas et réussit son contre-pied parfait, inscrivant son 63e but en sélection. Le calvaire de Lyon ne fait que commencer, puisque dans la foulée, Yao Kwasi Gervinho entame son show interminable. 10e minute, l'attaquant de la Roma, tranchant dans son couloir, trouve la faille et double la mise. Son tir est dévié par le malheureux Sané contre son camp. 2-0, c'est le score après 13 minutes de partie. La note aurait pu être salée si Yaya Touré n'était pas maladroit sur ses services de l'omniprésent Gervinho. Après la pause, Gervinho toujours fait des misères à une défense sénégalaise complètement perdue. Son offrande atterrit sur le pied de Salomon Kalou qui se charge de la finition. 3-0, les breaks est fait
les éléphants plient définitivement le choc et font un grand pas vers le Brésil. Battu, timoré et dominé, le Sénégal ne partira pas bredouille. À la dernière minute, Papi Cissé sauve l'honneur de la nation, un but qui maintient encore l'espoir pour le match retour. Autre match, c'est le Burkina Faso qui a eu chaud hier mais a arraché la victoire face à l'Algérie 3-2. Résumé de la rencontre. 2 buts, il y en avait également à Ouagadougou. L'affrontement Burkina-Algérie a tenu toutes ses promesses. Le match fou s'est emballé à 1 minute de la pause. Le Burkina, jusque-là moins tranchant, ouvre le score par Jonathan Pitroipa. Le meilleur joueur de la CAN 2013 répond très bien à un centre pour soulever son peuple. Loin de baisser les bras, les Algériens, très bons dans ces matchs, reviennent au score juste après la mi-temps. Sofiane Fegouli profite du pressing et du travail de son équipe pour remettre le pendule à l'heure. Sa frappe dans la surface va au bon endroit. 64 minutes, les étalons reprennent les larges. Jacari Diakone finit très bien son action individuelle par un tir croisé qui finit dans la cage. Loin de paraître abattus ni vaincus, les Fennecs feront une fois de plus le plus dur dans cette partie. Karl Medjani profite de ses corners pour égaliser d'une jolie tête piquée. Alors que le nul semble se dessiner, la fin du match en décide autrement. L'arbitre siffle une faute de main peu évidente et accorde le penalty au Burkina. La contestation algérienne ne dérange pas Bansé qui inscrit son penalty et redonne l'avance à son équipe. Le Burkina échappe belle, mais le retour s'annonce compliqué à Alger. Et à suivre ce dimanche, 2 autres rencontres, le choc Tunisie-Cameroun et la rencontre Éthiopie-Nigeria. Et voilà, ce journal est fini. Merci à vous qui l'avez suivi. On se retrouve très vite pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse avec Jimmy Mavouba. Bienvenue. Merci, Gloria Mbouya. Alors, l'actualité reste dominée par le sommet de l'Union africaine qui veut la suspension des procédures de la CPI contre les présidents en exercice. Oui, Gloria, à Addis Abeba, l'Union africaine a réclamé que les chefs d'État en exercice ne puissent pas être poursuivis le temps de leur mandat par la justice internationale. Une position indique RFI.fr qui a pour effet immédiat de remettre en cause le procès du président kényan Uhuru Kenyatta qui doit être jugé dans 1 mois à La Haye. Au site de poursuivre que la revendication va maintenant être présentée au Conseil de sécurité de l'ONU par un groupe de contact représentant les 5 régions du continent. Mais Média Congo renseigne que cette demande semble avoir peu de chances d'aboutir, mais au moins l'Afrique a réussi à parler d'une seule voix dans ces dossiers épineux. Pour les sites congolais, l'Union africaine réclame que cet ajournement intervienne avant le commencement du procès d'Uhuru Kenyatta le 12 novembre à La Haye, tandis que le procès de son vice-président William Ruto et de son co-accusé, l'animateur radio Joshua Arap Sang, s'est ouvert le 10 septembre dernier. Et pour conclure, Jeune Afrique relaye le propos du ministre éthiopien des Affaires étrangères qui estime que Kenyatta ne devrait pas se rendre à La Haye tant que l'Union africaine n'aurait pas reçu de réponse, même s'il y a évidemment eu d'intenses débats durant ces 2 jours.
jours, l'Union africaine a voulu afficher son unité, mais aussi sa fermeté en ne reculant pas sur ses accusations de racisme et sur la Cour pénale internationale qui en outre manquerait de respect envers les institutions africaines, conclut Jeune Afrique. Voilà, direction l'Inde à présent, oui, qui Gloria. échappe à la catastrophe grâce à une évacuation massive. Oui, Gloria, l'Est